Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Polémique directe entre Nicolas Sarkozy et François Hollande sur la réforme de la politique familiale. Le candidat socialiste obligé ce soir de préciser qu'il n'entend pas supprimer le quotient familial, mais simplement le moduler. Claude Guéant durcit le ton sur l'immigration, se flattant d'avoir atteint ses objectifs avec un record d'expulsion. Indignation à gauche. Free avait promis une révolution dans le téléphone mobile. L'offre du nouvel opérateur comprend un forfait illimité à 20 € moins 1 centime et un autre social à 2 € par mois. Est-ce trop beau? Peut-on y croire? Eh bien, on posera la question tout à l'heure au sénateur centriste Hervé Maurey, très en pointe sur le sujet. Autre débat du 19h, cantonat à la recherche de 500 signatures de maires pour défendre la cause du logement. Avec nous, Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre et le sénateur UMP Philippe Dallier. Après l'assaut lancé hier contre François Hollande par François Fillon, celui signé aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, le chef de l'État en déplacement à Mulhouse, a dénoncé en termes très vifs le projet de supprimer le quotient familial. Le candidat socialiste a donc dû préciser son projet qui vise à ne pas écarter les familles non imposables du dispositif. Explication et réaction avec Nathalie Guillouard et Jérôme Rabier. Reportage de Nathalie Guillouard et Jérôme Rabier sera à suivre, j'imagine, dans quelques instants, donc sur la polémique du jour concernant la réforme du quotient familial que François Hollande a dû préciser aujourd'hui, alors que les ténors de l'UMP donc se relaient pour dénoncer un assassinat des classes moyennes. Laurent Wauquiez, Martine Aubry a, elle, attaqué le quinquennat Fouquet de Nicolas Sarkozy, les vœux aujourd'hui de la première secrétaire du Parti socialiste, qui ont été aussi un vibrant plaidoyer pro-Hollande. Fabrice Cunet. La cérémonie des vœux de Martine Aubry aujourd'hui, c'est avant tout une image, celle de l'unité affichée derrière un candidat, histoire de faire oublier la cacophonie de 2007. Une campagne, c'est un candidat, c'est François Hollande, c'est une équipe autour de lui, c'est l'équipe de campagne que je dirige, c'est une grande force collective, c'est le Parti socialiste. Et ça a toujours été un des ingrédients de la victoire. L'idée que vraiment il y a un pacte autour de François Hollande, que les socialistes sont très unis, c'est quelque chose qui peut faire la différence. Monsieur Le Cormon. Je suis déjà sur le ring. À chacun sa rhétorique. Pour Martine Aubry, ce sera donc le ring et les coups pleuvent sur la présidence de Nicolas Sarkozy. Le quinquennat qui s'achève, le quinquennat qui restera, me disait à Lillois hier soir au vœu à Lille, le quinquennat Fouquet. Et je crois que finalement, c'est ce que retiendront les Français. Pour la première secrétaire, le bilan de ce quinquennat serait catastrophique. Aucun domaine n'est épargné. Et d'appeler de ses vœux les électeurs de gauche au sursaut. Le président sortant aura passé finalement la première moitié de son temps à accumuler des cadeaux fiscaux pour les plus riches et la seconde à faire payer les classes populaires. Pendant tout son discours, Martine Aubry a affiché un soutien sans faille à François Hollande. Et dans la cour du siège de Solferino, tous n'avaient qu'un souhait, faire oublier les tensions des primaires et de l'automne dernier. Retour à la polémique du jour donc entre les deux principaux rivaux de la présidentielle, la réforme du quotient familial que veut mettre en chantier le candidat socialiste. Tout à l'heure sur notre antenne, lors de l'émission Preuve par 3, Bertrand Delanoë, le maire de la capitale, a approuvé ce projet de François Hollande, une mesure d'équité fiscale, estime-t-il. On fait le point donc avec Nathalie Guillouard et Jérôme Rabier sur cette nouvelle question polémique qui surgit dans la campagne. Pour François Hollande, ce sera une modulation du dispositif du quotient familial. Loin donc de la proposition de suppression avancée ce matin par Manuel Valls, le directeur de communication du candidat. Une mise au point nécessaire pour les socialistes. Nous ne proposons pas de supprimer le quotient familial, nous proposons de le rendre plus juste. Et il est normal, au fond, que Nicolas Sarkozy souhaite défendre à tout prix un dispositif qui favorise les plus favorisés, puisque ça a été le sens de sa politique depuis 2007. Aujourd'hui, seuls les foyers imposables profitent de l'avantage fiscal du quotient familial. Il représente 10 milliards d'euros. Ces 10 milliards, François Hollande propose de mieux les redistribuer au profit des familles modestes et des classes moyennes. En revanche,
Les familles très favorisées verraient leur avantage fiscal diminuer. Un calcul incompréhensible pour Nicolas Sarkozy. Abroger le quotient familial aurait des conséquences absolument dramatiques pour la politique familiale de la nation. Notre politique familiale fonctionne. Pourquoi vouloir la détruire? Un président de plus en plus candidat qui répond directement aux propositions de l'opposition. Après la TVA sociale, le quotient familial, une chose est certaine, la fiscalité sera au cœur de la campagne présidentielle. Alors que la perte par la France de son triple A est donnée imminente de la part des agences anglo-saxonnes, notons que l'agence Fitch n'envisage pas de faire de même. En 2012, l'annonce de Fitch Ratings, contrôlée par le français Marc Ladret de la Charrière, a été accueillie favorablement aujourd'hui par la Bourse de Paris et par Jean-Claude Gaudin, le président du groupe UMP au Sénat, qui voit la preuve des décisions efficaces prises par le gouvernement et bien sûr par le chef de l'État, selon Jean-Claude Gaudin. Claude Guéant s'adresse à un satisfecit en annonçant un record d'expulsion. 32 922 étrangers ont été expulsés l'an dernier contre un objectif de 28 000. Résultat jamais atteint selon le ministre de l'Intérieur qui a rappelé sa philosophie sur l'accueil restreint des étrangers en France. Le gouvernement que je représente a une vue claire de l'immigration. Il n'est pas contre l'immigration, il souhaite simplement la réguler, il souhaite maîtriser les flux. Pourquoi? Parce qu'il souhaite que les étrangers qui viennent en France se sentent bien avec la société française et que les Français ou étrangers anciennement installés se sentent bien avec ceux qui viennent d'ailleurs. Cela passe par le respect de nos lois, le respect de nos principes républicains, le respect de nos façons de vivre. Et pour cela, il faut que ces personnes qui viennent d'ailleurs puissent s'intégrer. Et en réaction ce soir, le président du groupe socialiste au Sénat, François Rebsamen, dénonce un satisfecit choquant et dérangeant, y voyant une surenchère électorale vis-à-vis du Front National. Les surprises de la campagne électorale, Eva Joly défend le raffinage en France aussi longtemps, dit-elle, qu'il y aura besoin de moteurs à explosion. La candidate d'Europe Écologie Les Verts a fait à son tour le déplacement à Petit-Couronne, près de Rouen, pour apporter son soutien aux salariés de l'entreprise de la raffinerie Petroplus. 500 signatures de maires, non pas pour se présenter à la présidentielle, mais pour placer la question du logement au cœur de la campagne. C'est le coup d'éclat aujourd'hui de l'ex-star du foot Éric Cantona et de la Fondation Abbé Pierre, Mounir Soussi. Il a troqué les crampons pour la cravate. Éric Cantona en une de Libération pour faire passer un message. Parrain de la Fondation Abbé Pierre, l'ex-footballeur veut inscrire le problème du logement dans la campagne. Alors, à la manière d'un Coluche, il se lance en quête des 500 signatures pour peser sur le débat. Une initiative saluée à gauche. Je trouve que c'est un appel intelligent, c'est un appel d'un homme de conviction, c'est un appel d'un homme qui a des valeurs et qui sait pourquoi il fait cet appel. Aujourd'hui en France, il y a des millions de personnes qui vivent mal, qui sont très mal logées, qui ne sont pas logées du tout. Mais il est clair que si je n'avais pas donné ma signature à François Hollande, je lui aurais donné ma signature avec sans hésitation. Le King, comme on le surnommait, ne veut pas devenir président. Il utilise la présidentielle pour mettre le projecteur sur la situation des 10 millions de personnes qui souffrent de la crise du logement. Pas d'inquiétude dans la majorité, la démarche du comédien ne redistribuera pas les cartes de la campagne. Mais rappelez-vous à l'époque ce qu'avait fait Coluche. Alors, de nature différente, dans une posture différente, mais c'est un peu ça aussi, c'est la façon d'attirer la lumière sur une problématique. Voilà. Nous, il faut en connaître la limite et le bout de cette démarche. Après avoir cherché à renverser le système bancaire, Éric Cantona veut bousculer la présidentielle. La Fondation Abbé Pierre remet son rapport annuel le 1er février prochain. Une date déjà notée sur l'agenda des principaux candidats de gauche et du centre. Deux invités pour commenter l'appel de Cantona aujourd'hui. Donc Philippe Dallier, sénateur UMP de Seine-Saint-Denis, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Christophe Robert, qui signe ce coup d'éclat, délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre. Cantona est l'un de vos parrains, hein, il vous accompagne dans votre combat. Philippe Dallier, votre signature est-elle promise à Nicolas Sarkozy? Plutôt, oui. Ah, comme maire des pavillons sous bois. Je ne l'adresserai pas à Éric Cantona. Vous ne la donneriez pas à Éric Cantona? Pas du tout que le sujet du logement ne soit pas important. Bien évidemment que c'est un sujet important.
Bon, Cantona a eu le mérite d'attirer les projecteurs effectivement sur ce sujet. Bon, la manière est un peu particulière, je crois que Libération a joué le jeu. En tous les cas, je préfère Cantona dans ce rôle-là que dans celui de l'année dernière où il a proposé aux Français de faire s'écrouler le système bancaire, ce qui aurait été certainement une grande réussite. J'espère que sur le logement, il aborde le sujet de manière plus pragmatique et plus efficace et plus convaincue en tous les cas. Ce passé, alors d'Éric Cantona, effectivement, qui a appelé à la révolution bancaire, ne vous a pas freiné dans votre élan vis-à-vis de lui, hein? Non, mais il faut être clair. Il appelle les maires à signer la mobilisation générale pour le logement de la Fondation Abbé Pierre. Hein, donc il y a eu un peu une confusion aujourd'hui sur le titre. Non, même pas. C'est-à-dire que non, c'est hier soir que il y a eu un peu de confusion, mais globalement, on a lancé une mobilisation générale pour le logement qui a réuni 100 000 signatures de citoyens. Et on pense que les maires, avec beaucoup de maires d'ailleurs, ont déjà signé. Beaucoup de maires ont déjà signé, mais on pense que les maires ont un rôle à jouer essentiel pour résoudre la crise du logement. L'État a une responsabilité forte en matière de solidarité nationale, protection des plus faibles, mais on sait que les maires, ce sont eux qui bâtissent les logements. Ce sont eux, par exemple, qui ont la responsabilité du foncier, de dire oui, on peut construire du logement social, non, on ne construira pas du logement social. Donc nous, on voulait mobiliser les maires autour de notre mobilisation générale pour le logement. Et c'était un moyen. Et il le sait déjà qu'il a une responsabilité. Écoutez, moi je suis maire depuis. Sur le logement. Voilà, je suis maire depuis 1995. Ma commune. Comme lui, vous voulez dire. Ma commune est passée de 17 300 habitants à 21 300, donc c'est 25% de plus en 17 ans. Oui, les maires savent, quelle que soit leur couleur politique, qu'il faut construire, et parce que le sujet est un sujet d'importance. On peut pas dire non plus, parce que c'est parfois le bruit de fond, c'est qu'on n'aurait rien fait depuis un certain nombre d'années. Le nombre de logements sociaux financés a été multiplié par 4 en 10 ans. Ça n'est pas rien. C'est encore loin de ce qu'il faudrait, mais en tous les cas, il y a eu un effort très important. Le sujet, il est là, au cœur des priorités. Mais tout le monde le sait, et personne... c'est pas ce que dit l'appel d'Éric Cantona. Personne ne dit le contraire. Sérieusement, personne ne dit le contraire. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui un débat entre les candidats à l'élection présidentielle? Pensez, il y a 5 ans, il n'y a pas eu une fois la question du logement qui a été prononcée. Nicolas Sarkozy a dit « La France des propriétaires, et si je suis élu, plus personne ne sera contraint de vivre à la rue au bout de 2 ans ». C'est les 2 grandes phrases qui ont animé la campagne. Mais il faut aller au cœur du sujet. Pourquoi on ne produit pas assez? Pourquoi il y a des communes qui sont soumises à la loi SRU qui ne remplissent pas leurs obligations? Il y en a combien? Pourquoi? Il y en a très peu. Il y en a 33%. Mais non. Mais si, c'est le bilan du ministère. Mais 33% il y en a combien, sur combien? Sur combien? 907 communes qui sont soumises à la loi SRU. Les objectifs fixés par la loi SRU ont été, pour chaque période triennale, dépassés. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des maires qui refusent absolument de faire quoi que ce soit, et ça n'est pas normal. Mais globalement, le total, y compris ceux qui font plus que leur quota, est supérieur au quota de l'article 55. Bon, alors c'est déjà pas mal, on est d'accord là-dessus. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on n'est pas resté sans rien faire, ça veut dire que l'effort n'est pas suffisant, et puis quand Nicolas Sarkozy a parlé de la France de propriétaires, mais il ne faut pas oublier une chose, ce qu'il nous faut construire, c'est une politique qui permet un parcours résidentiel ascendant. Rester dans le logement social, c'est pas un objectif en soi. Ceux qui peuvent accéder à la propriété, il faut les y aider. La crise est passée par là. Il est plus difficile, avec l'envolée des prix, effectivement, de passer à l'accession à la propriété pour certains, mais c'est bien la chaîne complète qu'il faut envisager. Il ne faut pas segmenter. Moi, je suis d'accord avec vous. La loi SRU qui a été votée en 2000 a permis de contraindre des maires qui ne voulaient pas du logement social à le faire. Je crois que c'est la bonne méthode. Il y a 10 millions de personnes aujourd'hui qui sont fragilisées par la crise du logement. On peut s'arrêter sur ce chiffre. En fait, vous avez 3,5 millions de mal logés. Des personnes qui sont... Ah mais c'est l'INSEE. Hein. On va revenir au chiffre 3,5 millions si de mal logés en France. C'est énorme. Et si on y ajoute ceux qui sont en difficulté parce qu'ils dépensent 50% de leur budget pour le loyer et les charges, ça touche 10 millions de personnes. C'est beaucoup. C'est devenu un problème de société. Vous êtes d'accord avec le chiffre 10 millions dans notre pays de Je ne sais pas exactement de quoi on parle. Prenons le droit au logement opposable, loi que nous avons fait voter. On nous annonçait une catastrophe absolue jusqu'à 600 000 dossiers déposés. On n'en est pas là. On en est à combien? On n'en est pas là. On était à 120 000 au bout de 2 ans. On est à 200 000 aujourd'hui. On est à 200 000 aujourd'hui, mais on est loin des 600 000 que les associations nous annonçaient. On a un vrai problème dans les zones tendues. On a un problème en Île-de-France, on a un problème en PACA, on a un problème dans les grandes métropoles. Le DALO n'est pas un problème dans la plupart des territoires en dehors de ces grandes métropoles. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, il faut construire une politique globale. Il faut que tous les acteurs s'y mettent, je partage votre avis, jusqu'aux maires qui détiennent le permis de construire. Mais quand vous dites et quand vous appelez systématiquement, et à mon sens trop systématiquement, à une politique quelque part répressive, moi je suis pour le partenariat bien compris entre l'État, les collectivités locales. Et c'est peut-être une carte qu'on n'a pas assez jouée. Je suis d'accord avec vous. Prenons la délégation des contingents préfectoraux. Ça existe dans les Hauts-de-Seine, en Île-de-France. Ça n'existe pas ailleurs. Ça peut être un bon moyen d'associer les maires
et de les faire avancer. Je ne crois pas effectivement qu'il faille mettre 2-3 lames du rasoir sur tous les sujets liés au logement. Je suis d'accord avec vous, monsieur le sénateur. Par contre, il y a un sujet sur lequel nous sommes convaincus à la Fondation Abbé Pierre aujourd'hui, sur lequel il va falloir intervenir, c'est la régulation des prix, du foncier, de l'immobilier, des charges et des loyers. En France aujourd'hui, si vous remettez un logement sur le parc locatif, vous pouvez le mettre au niveau que vous voulez. D'accord ? Il n'y a pas de contrainte, contrairement à quand vous êtes en cours de bail. J'ai une chose à vous dire. Nous avions Bertrand Delanoë, le maire de Paris, sur ce plateau, à 18h pour l'émission Preuve par 3. Il nous annonçait que François Hollande allait choisir de réglementer, d'encadrer les loyers. Donc, on va voir. C'est la mesure que vous réclamez. Notamment, mais il faut, si vous voulez, le coût du logement est devenu trop important pour nos concitoyens. Ils n'arrivent plus à se loger convenablement. Pas tous, mais une trop large part. Ce qui fait que du coup, ils dépensent moins pour l'alimentation, pour la santé. Ils sont obligés de s'éloigner des centres-villes par rapport à leur lieu de travail. Donc, cette question de la régulation, pas du blocage, mais de la régulation, me paraît fondamentale, comme le font l'Allemagne et la Suisse. Sur l'encadrement des loyers, vous êtes d'accord ou... Je partage le constat. Effectivement, le logement représente une part de plus en plus importante des ressources des ménages et c'est un vrai problème. Maintenant, je dis attention. Attention à l'encadrement trop strict. Attention à des mesures qui, j'allais dire, pousseraient les propriétaires à ne plus mettre sur le marché leurs biens. Ça s'est produit par le passé. Donc j'entends certains dire il faut tout réglementer. Là, vous avez été quand même, à mon avis, est très excessif. Les loyers, les charges, etc., etc. Les charges, on sait bien que le propriétaire doit démontrer qu'elles existent et doit en amener les preuves au locataire. Donc encadrer les charges, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut pas. Déjà, c'est très contraint par la loi. Encadrer les loyers, moi je pense que s'il doit y avoir avantage fiscal, et il est très bon qu'on soit revenu sur le cellier et certains dispositifs, s'il doit y avoir avantage fiscal, il faut que ça passe effectivement par une contrainte forte en matière de loyer. Mais attention à une mesure générale qui dirait non, on plafonne tout, on encadre tout. On est d'accord, mais déjà vous partagez le constat sur le fait que les marchés ne permettent pas de loger convenablement tout le monde et qu'ils sont devenus fous quelque part. Dernière question. Le gouvernement affirme qu'on n'a jamais autant construit en France de logements sociaux. Benoît Paru dit 100 000 par an. Ça n'a jamais été le cas. 120 000 par an. Vrai ou faux ? Alors, vrai sur le chiffre, et c'est vraiment à mettre au bénéfice du plan de cohésion sociale qui a été lancé en 2005 pour une pluriannualisation des objectifs. C'est ce que nous demandons dans cette campagne pour la mobilisation, avec quand même une nuance. Sur ces 120 000 logements sociaux, vous en avez 45 000 qui ne sont pas des logements sociaux, qui sont des PLS, des logements intermédiaires dans lesquels vous ne pouvez pas loger les 1 200 000 demandeurs de logements sociaux. Donc, une large part de cette hausse, qu'il faut constater, eh bien, est liée au logement intermédiaire. Donc nous demandons on loge des familles, quand même. Nous construisons... oui, mais non. Oui. Non, il y a des endroits où on ne trouve même pas preneur, même en Ile-de-France, vous le savez bien. Écoutez, en Seine-Saint-Denis, on trouve preneur pour des PLS, et par exemple, dans un département... Dans la liste de demandeurs de logements sociaux Oui, monsieur. Dans un département comme le mien, le PLS, ça permet aussi de maintenir une mixité sociale. On est d'accord. Donc il faut l'utiliser à bon escient, il ne faut pas le concentrer dans les beaux quartiers et en exclure les quartiers tendus. On est d'accord, mais c'est du Canada Dry, en sens du... C'est pas du vrai logement social. En tous les cas, 40 000 il y a 10 ans, 130 000 l'année dernière, c'est x4. Tous les deux d'avoir participé à ce débat. Vous avez beaucoup de points d'accord finalement, je le constate quand même. Allez, autre sujet du jour. Le lancement par le nouvel opérateur téléphonique de ses forfaits. Je parle de Free, bien sûr. L'attente était ou semblait très forte après des mois de campagne sur les réseaux sociaux. Xavier Niel a donc abattu ses cartes avec ses offres présentées comme les moins chères du marché. Julie Dingeloff. Le suspense a pris fin ce matin après des mois de jeux de piste qui ont excité la toile et une conférence de presse digne des grandes firmes américaines. Free Mobile est enfin accessible. Depuis 9h30, les consommateurs sont invités à s'inscrire sur le site internet du nouvel opérateur. Et comme promis en 2008, les prix sont cassés. Notre offre, c'est acheter à un juste prix sa téléphonie mobile. Aujourd'hui, on a trop été habitué à devoir tout payer trop cher. Un forfait illimité à 19,99 €, un mini forfait à 2 €. Difficile de trouver moins cher ailleurs. Free n'a pas lésiné sur sa communication. Twitter, Facebook et blog. Tous les supports du web ont été envahis par la Freemania. Particularité de ce nouvel opérateur, sa fidèle communauté de Freenotes qui orchestre le buzz. C'est une vraie particularité autour de Free. C'est le seul opérateur dont la communauté a un nom, les Freenotes. Et cette communauté est extrêmement proche de tout ce que fait l'opérateur. Le grand atout de disposer d'un tel réseau, c'est que finalement vous pouvez faire une communication qui est extrêmement puissante et pertinente en vous appuyant sur vos abonnés qui vont relayer l'information, l'amplifier, créer une chambre d'écho formidable et tout ça
pour 0 €. Pour les associations de consommateurs, la venue d'un nouvel opérateur sur les marchés est plutôt une bonne nouvelle. Ce qu'on a vu, ce sont des offres qui sur le papier sont très intéressantes. Effectivement, elles ne sont pas chères, donc on a atteint ce premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est que c'est une offre qui est assez simple et assez lisible. Je mets un petit doute, alors c'est pas un doute, une petite précaution, c'est que j'attends quand même de voir les conditions générales de vente pour vous dire que l'offre est parfaite. Du côté de la concurrence, on ne se dit pas inquiet. SFR, Bouygues et Orange préparent déjà la riposte. Avec nous, Hervé Maurey, sénateur centriste de l'Eure, bonsoir. Et très au fait de cette révolution numérique, très vigilant également. Avec nous, Grégory Pouy de l'agence Neuron, spécialisée dans le buzz. Ce buzz qui a précédé le lancement des forfaits de Free. On peut dire que c'est d'abord une grande réussite en matière de communication. Ouais, c'est une très grande réussite en matière de communication. Ils ont vraiment fonctionné autour du secret. Ça fait 4 ans qu'on parle de l'arrivée de Free dans le mobile. Sans dépenser 1 euro. Sans dépenser 1 euro parce que, comme le disait la personne dans le reportage juste avant, ils ont réussi, en se positionnant comme le Robin des Bois ou contre David contre Goliath, qui est une thématique qui marche bien sur le web, à générer une communauté autour d'eux. Donc ils ont une véritable communauté de personnes qui vont chercher chacun des petits bruits qu'il peut y avoir autour de la marque. Et dès qu'il y a un petit pas ou un petit doute, il va y avoir beaucoup de bruit qui va se créer sans que eux ne fassent rien. Si ce n'est le premier tweet qu'a envoyé Xavier Niel sur Twitter en décembre. Il se voit en Steve Jobs alors un peu. Il se voit pas mal en Steve Jobs, c'est-à-dire que et même la manière dont ça s'est passé ce matin était très Steve Jobienne, on va dire, avec de la musique, un film. Et c'est une recette qui fonctionne bien. Hervé Maurey, est-ce que vous êtes emballé ou simplement impressionné ? Écoutez, on peut effectivement être relativement admiratif sur la manière dont cet opérateur a présenté son offre et de la manière dont il développe son activité. Maintenant, ce qui compte, c'est pas la forme, c'est pas les effets d'annonce, ce sont les faits. Donc j'écoutais avec beaucoup d'attention ce que disaient notamment les représentants des consommateurs. Je me réjouis effectivement que l'on puisse aller vers des offres moins chères, des offres plus accessibles. Mais vous savez, vous disiez tout à l'heure que j'étais vigilant, que ma principale préoccupation, c'est la couverture du territoire. On a encore aujourd'hui quantité de territoires, quantité de Françaises et de Français qui ne reçoivent pas du tout la téléphonie mobile. Il ne faut pas compter sur Free, il ne couvre qu'un quart du territoire. Voilà. 27%, le reste c'est Orange. Mais ils sont alliés à Orange, qui lui couvre toute la France. Oui, mais je l'avais dit déjà quand on avait eu le débat au Sénat justement sur l'attribution de la 4e licence, avoir un 4e opérateur, ça n'apportera rien de plus à ces territoires qui ne reçoivent pas encore aujourd'hui la téléphonie mobile. Et je peux vous assurer que dans certains départements, c'est une vraie préoccupation. J'étais il n'y a pas très longtemps à des cérémonies de vœux où les élus m'interpellaient là-dessus. Donc quand vous ne recevez pas la téléphonie mobile aujourd'hui, c'est un vrai problème en termes de sécurité, en termes d'attractivité, en termes de développement économique. Et non seulement l'offre Free et l'arrivée de Free ne règle pas du tout le problème, mais au contraire, ça peut même avoir des effets pervers parce que avec des tarifs à la baisse, ça va obliger les concurrents à s'aligner, par là même à réduire leurs marges et sans doute à investir encore moins sur le déploiement de nouveaux réseaux. Leurs marges, on dit qu'elles sont quand même assez énormes et qu'il y a de la marge sur les marges. Il y a de la marge. Après, c'est toute une question d'actionnaire. Donc, il y a forcément de la marge. Elle est à un certain niveau. Les actionnaires demandent forcément toujours plus. Là, effectivement, s'ils veulent garder les mêmes niveaux de marge, ils vont devoir réduire les investissements, que ce soit sur la masse salariale ou sur les investissements publicitaires ou sur les investissements réseau. Hervé Maurey, on retient quand même l'aspect positif pour les consommateurs, ceux qui sont dans les zones couvertes, évidemment, par les réseaux. C'est l'idée de forfait quand même beaucoup moins cher. Il y en a même à 2 euros, vous vous rendez compte, voire zéro. Voire zéro pour ceux qui sont déjà abonnés par ailleurs à la box Free, c'est cela. Bon, à la Freebox, 2 euros, c'est 5 fois moins cher que le montant de l'abonnement du forfait social voulu par le gouvernement. Oui, non, mais tout à fait. C'est ce que je reconnais bien volontiers. C'est extrêmement positif du point de vue des prix, du point de vue sans doute des services. Encore qu'il faille encore regarder de près tout ça. Faut un peu de recul. Pas s'emballer trop vite. Mais c'est comme sur les problèmes d'Internet. Ça ne fait qu'accentuer le fossé numérique entre des gens qui n'ont rien et des gens qui sont, tant mieux pour eux, d'ailleurs de plus en plus gâtés, avec des tarifs de plus en plus attractifs et des services de plus en plus grands. Il faut faire attention effectivement aux services, parce que autant sur la box, il n'y avait pas peu de services clients, et c'était pas grave parce que ça reste de la télévision. Si demain... quand même, c'est important quand ça marche plus. C'est important quand ça marche plus, mais aujourd'hui, le téléphone est vécu comme un objet indispensable.
Et s'il ne marche plus, ça sera vécu de manière très différente qu'une télé qui ne fonctionne pas. Hervé Maurey, le Sénat a été très attentif récemment en débattant du projet de loi sur la protection des consommateurs, très attentif à la notion d'illimité. C'est vrai, tous les opérateurs nous vendent des forfaits illimités. Or, ça n'est jamais totalement le cas. Tout à fait. Est-ce que vous nous confirmez que le Sénat aurait voulu même supprimer cette idée d'illimité qui n'en est pas une? C'est-à-dire qu'on a eu ce débat lors de l'examen de ce projet de loi et on a souhaité mettre à terme à une situation où on pense de bonne foi être dans un abonnement illimité et où on ne l'est pas. Pour tout vous dire, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, à titre personnel, j'ai découvert que je n'étais pas aussi illimité qu'on me l'avait dit. Donc il faut que les mots aient le sens qu'ils doivent avoir. Quand on a un abonnement qui n'est pas illimité ou qui n'est pas totalement illimité, il faut que ce soit clairement dit. Et c'est tout le problème souvent de ces offres, et c'est pour ça que je disais avec d'autres qu'il fallait être prudent, qu'il fallait regarder de près, c'est que très souvent on a une impression qui résulte d'annonces et de marketing publicitaire, et puis après on s'aperçoit que les choses ne sont pas tout à fait pareilles. Après, si je peux juste mettre une petite nuance sur la voix, sur les limités, on se rend compte en termes d'usage que de toute façon les gens téléphonent de moins en moins, ils envoient des SMS énormément. Ils vont se connecter par mail, etc., enfin, sur le web, mais ils connectent de moins en moins que la voix. D'ailleurs, Xavier Niel le disait lui-même, la voix est moins une problématique profonde aujourd'hui. La problématique, elle est plutôt sur la data. Et d'ailleurs, ils mettent une limite sur la data, alors qui est à 3 gigas, donc beaucoup plus importante que les autres. Attendez, là, vous commencez à parler comme un technicien. Vous nous dites que Free offre quand même des connexions mobiles sur Internet illimitées, mais limitées à 3 gigaoctets, ce qui est la meilleure offre sur le marché. Qui reste une très bonne offre sur le marché à ce type de tarif-là. Il y a des offres qui sont complètement ouvertes, mais qui sont beaucoup plus chères. Hervé Maurey. Vous avez raison de souligner que le problème de l'illimité se pose en général sur le téléchargement Internet. C'est là où, parce qu'on reçoit, pour essayer d'être simple, ou parce qu'on a reçu beaucoup de mails ou chargé beaucoup de documents sur son téléphone, tout d'un coup on nous dit qu'on a atteint le quota auquel on avait droit et qu'on va ensuite avoir une offre ou plutôt un service beaucoup plus lent, ce qui peut être assez problématique. Très bien, donc voilà, il y a du pour, de la méfiance également. Hervé Maurey, vous êtes très partagé finalement, donc ce soir vous attendez une meilleure couverture du réseau, c'est votre première priorité. Il y a deux choses, je suis d'abord prudent sur la réalité de l'offre et deuxièmement, je suis surtout très en demande d'avoir au-delà une meilleure couverture du territoire, parce que je crois qu'aujourd'hui tout le monde doit pouvoir avoir accès au numérique, que ce soit la téléphonie ou l'Internet. Et je vous rappelle que le Sénat examinera une proposition de loi sur ce sujet au mois de février. Très bien, nous suivrons cela de très près. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette édition du 19h. Notez que le Sénat, ce soir, a rejeté une proposition de loi de l'UMP de simplification du droit qui visait essentiellement le droit des entreprises et que la majorité de gauche donc, a qualifié de loi fourre-tout. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale d'Ocadoc. Bonsoir à tous. Bertrand Delanoë sera l'invité de Preuve par 3. Le maire de Paris répondra aux questions de Michel Grossior. Ils seront rejoints par Perrine Tarnot pour aborder un aspect plus inattendu de l'invité. Preuve par 3, ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Il y a tout juste 50 ans, le France était mis en service au Havre. Il a fait partie de ces événements qui ont marqué la résurrection, si je puis dire, de la France après la libération. Dans un documentaire très personnel, le réalisateur Jean-François Pahin raconte l'histoire familiale qui le relie au prestigieux bâtiment jusqu'à son démantèlement en 2009 en Inde. Vous voyez le drapeau français? La bouée de sauvetage, rouge et blanc, et le bleu c'est la mer. Mon histoire du France, samedi à 22h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.